suis le docteur Bernard Guez, j'ai 61 ans et demi. J'ai exercé donc en médecine générale libérale, d'abord à Marseille il y a à peu près 22 ans. J'ai exercé à Marseille, puis à Nice. Je suis à Nice depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai une activité de médecine générale omnipraticien, axée, orientée sur la mésothérapie, mais je suis également homéopathe, gériatre et médecin esthéticien. Je suis également expert au niveau de la réparation juridique du dommage corporel. Mon expérience, elle est donc depuis à peu près 35 ans, au niveau de cette mésothérapie puis de l'hydrotomie qui a rapidement évolué vers l'hydrotomie percutanée avec 340 000 procédures d'hydrotomie, où j'ai commencé par des injections locales, je les ai diluées de plus en plus, et puis un jour il m'est arrivé dans les années 95 avec le docteur Jacques Straub, qui est pharmacien biologiste, qui est aujourd'hui malheureusement décédé. Je lui ai parlé de mon projet d'inventer ce qu'on appelle une espèce de pieuvre, le mésokite perfuseur. Je me suis dit que on pouvait penser à faire, à la place de faire des perfusions d'une aiguille, qu'on connaît, qu'on fait en intraveineuse ou sous-cutanée, d'imaginer une espèce de queue de cheval qui permettrait à la place de mettre 12 aiguilles pour faire des perfusions, des mésoperfusions sous-cutanées, pour permettre aux produits de diffuser sur le plan loco-régional et d'avoir une action immédiatement ciblée de la superficie vers la profondeur, qui avancerait donc avec nos solutions salines isotoniques, et où il y a un message thérapeutique qui passerait. En effet, le message thérapeutique, l'eau constituant 70% de la constitution cellulaire, il est plus intéressant de faire passer les messages thérapeutiques par l'eau et localement, puisque les cellules baignent dans l'eau, plutôt que de les faire passer comme on le fait per os ou par voie intraveineuse. Le milieu circulant tel que le sang ne représente que 5% du poids du corps, alors que le milieu circulant, l'eau, tout simplement, en représente 70%. Donc il était beaucoup plus logique de travailler avec des grandes dilutions en faisant avancer nos principes thérapeutiques au bout de nos aiguilles avec de l'eau, pour que nos médicaments agissent à la première volée sans dégradation métabolique au niveau lésionnel, mais secondairement et accessoirement au niveau général, donc pour minimiser les effets secondaires. Donc en gros, tout est parti d'une mésothérapie très diluée, ce que le docteur Michel Pistor, qui est l'inventeur de la mésothérapie, avait encouragé en 1997, notamment dans son ouvrage Mésothérapie pratique. Il avait dit, et j'en avais été très heureux, que l'avenir de la mésothérapie, ça serait l'avenir de la mésothérapie très diluée, on pourrait faire des pieuvres comme on fait actuellement en superficie, voire un jour peut-être. C'était notre rêve, c'est notre rêve. Par voie percutanée, transcutanée, sous écho guidé, ce qui se fait à l'époque, ça n'existait pas, l'échographie, les scanners interventionnels, et pouvoir traiter des lésions plus profondes à 5, 10, 15 cm de profondeur, notamment pour les chimiothérapies anticancéreuses ou d'autres actions physiques et chimiques sur avoir une maîtrise des tissus, soit par l'équilibre ionique, la réhydratation, le lavage, soit par la destruction lorsque les cellules deviennent des cellules dangereuses, tueuses, comme dans le cancer. Alors, il faut savoir que toutes les maladies et les symptômes
relève, pour bien comprendre ce qui se passe, tout cela relève d'un dysfonctionnement de 5 unités de compétences. À travers ces 5 unités de compétences, on va comprendre l'éthiophysiopathologie, c'est-à-dire la cause des maladies, leur terrain sur lequel elles se développent et les conséquences que ça entraîne, c'est-à-dire au niveau de la maladie qui est nommée par les médecins et leurs symptômes. Donc, on veut bien comprendre le système, comment les maladies naissent, il faut avoir une bonne connaissance de ces 5 unités de compétences. La première est l'unité de compétences fondamentale, la seconde est l'unité de compétences circulatoires, la troisième est l'unité de compétences neurologiques, la quatrième est l'unité de compétences immunitaires, et la dernière, c'est l'unité de compétences énergétiques. Alors, on va commencer par l'unité de compétences fondamentales. Elle est constituée par ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. C'est comme un hamac qui soutient les cellules dans leur ensemble, où les cellules puisent leur nutrition et rejettent leurs toxines, dans un bain qui s'appelle le liquide interstitiel. Ça s'appelle la substance fondamentale. La matrice extracellulaire est constituée de ce qu'on appelle le tissu conjonctif. C'est un véritable élastique de soutien cellulaire. Donc avec bien sûr ce qu'on appelle, qui est composé du collagène, qui est lui-même constitué de fibrilles, de microtubules. Alors l'action thérapeutique, elle va être à 2 niveaux, on l'a vu. La première, c'est l'hydratation de la matrice extracellulaire, donc on va apporter une solution saline physiologique pour rincer ce liquide interstitiel, le laver et hydrater cette matrice, avec une recharge oligominérale qui peut être intéressante, mais également on peut apporter du magnésium pour son effet énergétique et fondamental. On peut apporter un complexe B, de la vitamine B, qui va permettre de régénérer ce qu'on appelle le cycle de Krebs, qui est l'usine cellulaire qui permet le métabolisme des cellules et des macromolécules. Donc c'est un élément essentiel dans le rouage cellulaire. On va pouvoir également apporter du silicium, du magnésium, on l'a vu, mais également on peut apporter de l'EDTA, qui est un principe actif qui permet la détoxication des cellules au niveau des métaux lourds, et dans l'arthrose c'est particulièrement intéressant de faire une détoxication du calcaire périphérique, puisque l'arthrose est un véritable empartrage autour des articulations, et on va pouvoir ioniser, ce qu'on appelle faire une opération de ionisation locale du calcium organique qui va passer sous calcium ionique. Donc, vous comprenez que l'unité fondamentale va présider toutes les maladies qui sont dégénératives, comme par exemple l'arthrose en premier lieu, mais également des fibroses, des nécroses, des troubles tels que la cataracte, la maladie dégénérative, l'insuffisance rénale du sujet âgé, le Dupuytren, tout ce qui est sclérosé, et relève d'un traitement d'hydratation extracellulaire, de recharge oligominérale, de détoxication souvent des tissus qui sont rigides, qui deviennent déshydratés, donc intérêt au niveau des disques, des cartilages dans l'arthrose, pour faire ce wash-out, ce lavage thérapeutique cellulaire. La deuxième unité est l'unité microcirculatoire, qui est composée de ce qu'on appelle les artères, les artérioles, les veines, les vénules, mais également la lymphe. Tout cela va nous donner des problèmes au niveau de la circulation du sang, avec des lésions micro-ischémiques, c'est-à-dire que des petits capillaires qui sont fins vont être
vont se boucher, et il va y avoir des nécroses cellulaires tout autour ou un dysfonctionnement cellulaire. Pour cela, nous avons deux produits essentiellement. Nous avons un produit qui s'appelle la pentoxifilline, le Torental en France, la pentoxifilline à l'étranger, qui est un vasodilatateur qui va permettre d'avoir une action anti-ischémique, c'est-à-dire qui va faire circuler le sang, va le fluidifier. C'est un produit qui accélère ce qu'on appelle le turnover cellulaire et qui améliore l'oxygénation et la déformabilité des globules rouges. Donc de permettre aux vaisseaux aux globules rouges de mieux avancer dans les vaisseaux de plus en plus fins ou qui sont bouchés, donc pour régénérer des cellules qui sont en train de s'asphyxier sur le plan microcirculatoire. On va traiter avec cela toutes les maladies qui relèvent de cette pathologie, à savoir souvent les insuffisances circulatoires, vertébrobasilaires, parfois les acouphènes. On peut traiter également l'arthrose qui relève d'un trouble où justement la microcirculation ne se fait plus. C'est pour ça que des fois on a des trous, des géodes, des nécroses au niveau du tissu osseux, des véritables micro-infarctus osseux. On va pouvoir relancer donc la microcirculation également au niveau des jambes, par exemple dans le cadre des artériopathies des membres inférieurs, dans les neuropathies également. On va traiter les espaces neurovasculaires, l'espace extracellulaire, relancer la microcirculation dans les jambes au niveau artériel. Mais également, on va pouvoir traiter aussi les jambes lourdes pour les femmes qui ont par exemple de la cellulite avec du mélilo ou d'autres produits qui relancent l'activité matricielle, le silicium organique par exemple, ou des produits qui vont qui vont permettre de faire un drainage. On peut penser également dans la cellulite à la lécithine de soja ou à d'autres extraits de plantes qui activent la microcirculation. La troisième unité est l'unité neurologique. Elle est constituée de ce qu'on appelle les nerfs, les troncs nerveux, les filets nerveux qui transmettent la nociception, la douleur. Lorsqu'ils dysfonctionnent, on va avoir des problèmes de pathologie telles que d'abord les pathologies neurocompressives, telles que les sciatiques, les cruralgies, les névralgies d'Arnold, les névralgies cervico-brachiales, le canal carpien, toutes ces pathologies où les nerfs sont écrasés. Donc on va essayer de renforcer les nerfs par nos produits, mais également vous avez aussi les nerfs peuvent être abîmés par d'autres causes. Cela s'appelle des neuropathies. Alors les neuropathies diabétiques, les neuropathies par de la vitamine B6, les neuropathies par l'intoxication par le plomb par exemple, ou les métaux lourds, les neuropathies par intoxication post-chimiothérapie. Tout ça va entraîner des lésions sur la gaine des nerfs. Il faudra qu'on soit en mesure de les réparer avec différents produits qui sont très intéressants. Ce sont bien sûr la xylo qui a un effet anesthésique, la xylocaïne qui a un effet anesthésique local, mais également l'intérêt de la procaïne qui est un vasodilatateur ganglioplégique qui arrête la transmission de la douleur, ça a une action anticholinergique. Vous avez également des produits, donc on a vu comme le magnésium qui diminue l'hyperexcitabilité membranaire et des nerfs. Donc lorsque les gens ont des maladies nerveuses, ils ont des douleurs aiguës au niveau des nerfs, à titre de brûlure, de coups d'arc électrique, de piqûres, d'engourdissement. Donc ça permet de régénérer ce qu'on appelle la lésion neurogène. Le nerf est comme un câble électrique qui a été dénudé et il faut progressivement le réparer et réparer son espace également. Nous avons des produits également qui sont intéressants, comme la calcitonine de saumon,
qui a un effet neuromodulateur, vasodilatateur intéressant, et aussi qui a un effet antalgique périphérique, un effet morphimo-mimétique périphérique et central. Donc on peut agir aussi sur la transmission de l'influx nerveux pour l'arrêter au niveau de la jonction neuromusculaire directement à la sortie de la douleur avant qu'elle n'atteigne le cerveau pour éviter les effets secondaires. On peut donc agir avec certains produits qui sont les tricycliques, mais sans avoir les effets secondaires, c'est-à-dire à microdose et très dilués. La quatrième unité est l'unité immunitaire. Il faut rappeler qu'il y a deux immunités, l'immunité à médiation cellulaire qui fait intervenir les lymphocytes T et les lymphocytes B. C'est l'immunité des anticorps qui se trouvent dans les tissus lorsqu'on se coupe, lorsqu'on se blesse, et l'immunité à médiation humorale, qui sont les anticorps qui se trouvent dans le sang. Pour les pathologies qui découlent de la dysimmunité sont bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, les pathologies qui finissent par ITE, toutes les maladies, donc rhinite, allergique, sinusite, rhinosinusite, trachéite, bronchite, asthme, colopathie, hépatite, rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, toutes ces maladies immuno-inflammatoires. Pour cela, il faut stimuler les défenses immunitaires par une micro-vaccination. Cette micro-vaccination, elle peut être naturelle uniquement en faisant des micro-injections dans la peau. Le fait de faire des micro-ponctures va entraîner une stimulation des défenses immunitaires de la peau, et donc elle va activer le système immunitaire. C'est un premier système de défense qui est activé, puisque la peau a ce qu'on appelle un grand pouvoir immunogène, c'est-à-dire d'élaborer des anticorps. Et on peut renforcer cette microponcture par l'adjonction, comme on l'a vu, avec très dilué en très petite dose de vaccins, de micro-vaccins au niveau ORL et respiratoire. Les vaccins sont soit du Vaxigrippe en quelques gouttes, soit ce qu'on appelle de l'actine, le vaccin anti-hémophilus B. Le troisième vaccin est le Pneumo 23 que connaissent les praticiens, ainsi que le Prévenard qu'on fait aux nourrissons. Des très petites quantités de vaccins suffisent au niveau intradermique et très dilué. Au niveau digestif, nous avons un vaccin allemand qui s'appelle le Périsson, qui mérite bien sûr d'être dilué, et lui qui va stimuler les défenses immunitaires du côlon, renforcer en même temps ce qu'on appelle la flore intestinale, et par contiguïté dans les espaces péricellulaires, dans la matrice extracellulaire. Donc, c'est une stimulation qui est progressive, qui n'a pas les inconvénients de la vaccination traditionnelle, puisque les doses, la technique, on va le voir tout à l'heure, sera en microdose, très diluée, en nappage, et donc très peu, rarement et au bon endroit. Donc on n'intervient qu'une fois par semaine ou tous les 15 jours. La cinquième, est l'unité énergétique. L'unité énergétique est au carrefour de toutes les autres unités qu'on a vues, la fondamentale qui entraîne les processus énergétiques, ainsi que la microcirculatoire, la neurologie qui induit la transmission par l'influx nerveux de la douleur, et l'immunitaire qui fait activer le système immunitaire. L'unité énergétique souvent est donc déréglée, se dérègle par mesure adaptogène de l'organisme, et lorsque l'on travaille avec nos produits, on active cette unité neuroénergétique, soit par le traitement lésionnel, mais également cette unité énergétique
lorsqu'elle dysfonctionne, souvent, elle engendre un dysfonctionnement de l'équilibre sur le plan général des plexus sympathiques, parasympathiques, et donc une dérégulation neurovégétative, un dérèglement neuro-immunitaire sur le plan général, avec des fois, donc sur le plan clinique, des troubles du sommeil, de l'anxiété, du stress, des états de dépression, des dérèglements neurovégétatifs. Beaucoup de personnes actuellement sont en état de dérèglement énergétique, ce qui entraîne de la fatigue, des palpitations, des vertiges et des crises parfois de spasmophilie. Tout cela peut être traité par une technique qui s'appelle notamment le mésostress que nous pouvons développer dans les ateliers pratiques. Alors, j'ai été amené à faire de l'hydrotomie par l'observation clinique, la réflexion et ma pratique. Je rappelle que bon, j'ai 35 ans d'exercice en médecine générale homéopaticienne avec plus de 340 000 procédures au cours de ces dernières décennies. Donc une grosse expérience au tout venant, sur tout ce que peut présenter comme problème la médecine générale, et en évitant bien sûr les prescriptions thérapeutiques ou chimiques de plus en plus problématiques. L'utilisation des médicaments nous pose de plus en plus de problèmes et les gens, nos patients s'en rendent compte tous les jours. Donc on arrive à avoir des fois des consultations de 40 à 50 patients par jour sans aucune prescription médicamenteuse. Pour un médecin, c'est extrêmement intéressant, avec des résultats probants, là où la médecine conventionnelle souvent est en échec. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydrotomie donc est au carrefour de plusieurs techniques que j'ai pratiquées pendant 35 ans maintenant, qui sont la mésothérapie, qui, selon Pistor, qui est l'injection de très peu de produits, rarement et au bon endroit, et qui avait jeté les bases éthiophysiopathologiques de ce traitement de terrain, d'une notion de traiter le terrain, avec l'utilisation de vaccins par exemple, d'améliorer la microcirculation, d'utiliser les produits à base d'eau de mer par exemple pour diluer nos produits. Donc extrêmement intéressant dans notre pratique. Le deuxième carrefour, c'est une réflexion avec les travaux d'Henri Picard sur l'oligothérapie fonctionnelle dans le traitement de l'arthrose, donc, et la diathèse de Ménétrier qui permet l'intérêt de l'action enzymatique, de l'action oligominérale comme un facteur aussi de recharge biocatalytique pour les réactions biochimiques au sein de la cellule. Et mon expérience également en tant que médecin esthéticien, pour utiliser notamment des anesthésiques locaux très dilués pour faire des actes médicaux chirurgicaux à visée esthétique, notamment l'utilisation de microcanules pour faire des aspirations de graisse ou des réinjections. Tout ça, au carrefour de ces trois techniques, est née l'hydrotomie, qui consiste bien sûr à ajouter des véhicules, des thérapeutiques spécifiques par rapport à la pathologie que l'on a à traiter sur le plan loco-régional, donc une action très ciblée. L'avenir de l'hydrotomie, c'est tous les jours, tous les patients, lorsque l'on voit un patient, et des fois, on ne connaît pas très bien la maladie sur laquelle on va travailler, mais lorsqu'on la rapproche des unités de compétences fondamentales dont on a parlé tout à l'heure, on essaye, même si on ne connaît pas la maladie, on ne sait pas la traiter, on essaye de la mettre dans le casier des unités de compétences et à ce moment-là, va être découvert automatiquement le traitement qui s'y rattache. Donc c'est extrêmement important parce qu'on raisonne sur un terrain, sur une cause,
Et donc, quel que soit le nom d'une maladie, lorsque on va en connaître ses manifestations et ses symptômes, on va essayer de lui attribuer l'unité de compétence qui est en état de dysfonctionnement pour la traiter avec nos armes, avec notre arsenal thérapeutique. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que la médecine conventionnelle actuellement ne traite pas de cette façon et n'a pas cette vision des choses, c'est dommage. Alors, notre but, bien sûr, c'est d'avoir créé, il y a maintenant une vingtaine d'années, l'Association internationale d'hydrotomie percutanée, qui a permis de fédérer un petit peu cette situation pratique avec de plus en plus de praticiens dans le monde entier, des praticiens de santé, médecins, infirmiers, professionnels de santé, qui développent cette technique avec nous, qui nous enrichissent tous les jours de leur expérience, ce qui permet d'avoir des nouvelles thérapeutiques qui évoluent quotidiennement. On souhaite bien sûr de plus en plus que cette technique soit connue, reconnue. Le but de notre association est de l'enseigner d'abord auprès des professionnels de santé, de diffuser au niveau du grand public l'information, de reconnaître cette technique par des travaux, des thèses hospitalo-universitaires, des études cliniques auprès des institutions pour continuer le travail de validation scientifique qui est fait au niveau de notre association et de sécuriser également les patients sur la compétence et la formation professionnelle des praticiens, des praticiens. Alors, les indications principales, les plus connues, sont les indications ostéo-articulaires, notamment pour les problèmes de lombalgie, tout ce qui est lombalgie d'origine arthrosique, mais également les problèmes d'origine discale, les hernies discales qui entraînent des sciatiques, des névralgies, du crural par exemple, tout ce qui est neurocompressif au niveau de la colonne vertébrale. L'hydrotomie va entraîner une notion de plasticité avec l'introduction d'eau dans les tissus. On va améliorer la plasticité en rechargeant ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, le réservoir d'eau de la cellule, le hamac cellulaire. Entre guillemets, lorsque l'on a une pathologie, il y a deux conditions. C'est de changer l'eau de l'aquarium cellulaire qui est sale, entre guillemets, et de refaire ce qu'on appelle le hamac cellulaire qui est la matrice extracellulaire. Deux éléments fondamentaux qui vont non seulement faire ces rinçages de cellules sur le plan structurel et fondamental, mais aussi être des vecteurs. L'eau, les solutions salines physiologiques vont être donc un vecteur pour alimenter, pour faire passer nos médicaments au bon endroit, de la superficie vers la profondeur. Nous avons donc d'excellents résultats également pour les cervicalgies, mais également au niveau cervical, tout ce qui part des cervicales qui sont souvent des migraines, au niveau du segment cervical supérieur. On peut traiter également les acouphènes, les baisses de l'audition, les troubles de l'équilibre, les névralgies d'Arnold, les névralgies faciales, les névralgies cervico-brachiales, tous les cas où le rachis est comprimé. Les racines nerveuses du rachis sont comprimées, notamment souvent par de l'os, du dur, qui entraîne une compression des parties molles avec une déshydratation des disques intervertébraux, des cartilages et des compressions neurologiques très douloureuses. On peut traiter également, bien évidemment dans le contexte arthrosique, tout ce qui est fracture, tassement vertébraux, la gonarthrose, c'est-à-dire l'arthrose des genoux, mais également l'arthrose des doigts, les mains déformées, la rhizarthrose,
On peut rapprocher aussi le canal carpien, la maladie de Dupuytren. Également, on peut traiter donc les arthroses de la cheville, des pieds, les déformations des pieds, telles que l'oignon, entre guillemets, c'est ça, qui s'appelle l'allus valgus. On peut traiter les lésions métatarso-phalangiennes, c'est-à-dire les douleurs au niveau des pieds d'origine arthrosique ou la maladie de Morton. Hydrotomie a encore d'autres indications comme véhicule d'apport thérapeutique qui sont on va en parler tout à l'heure, de la technique de mésovaccination qui va permettre de travailler sur l'immunité, sur les problèmes de dysimmunité et toutes les maladies qui finissent par ITE comme les laryngites, les otites, les trachéites, les bronchites, les colites, les cystites relèvent de ce traitement de stimulation immunologique par des micro-vaccins. Donc on va voir la technique, donc à toutes les indications qui concernent, on l'a dit, les rhinosinusites, les amygdalites, les angines à répétition, mais également les trachéites, les bronchites, l'asthme. Au niveau du côlon, nous avons toutes les pathologies telles que les colopathies fonctionnelles, mais également la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, les maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde, mais également les séquelles d'hépatite également trouvent leur indication, les cystites, notamment à répétition, chez les femmes jeunes, tout ça relève d'un problème immunitaire, d'une insuffisance d'anticorps au niveau des muqueuses qu'il va falloir stimuler par une technique dont on va parler tout à l'heure, qui est la mésovaccination intradermique. Nous avons d'autres indications, je pense également au SADAM, au syndrome algo-dysfonctionnel de l'articulation temporomandibulaire, les gens qui ont les mâchoires qui craquent, avec des troubles occlusifs, d'autres indications telles que on peut envisager des traitements pour les algodystrophies qui sont très intéressants, les traitements des fibroses post-opératoires. Au niveau ORL, on a une bonne indication dans les acouphènes, mais qui a des résultats que dans 50% des cas, mais c'est intéressant lorsqu'on a déjà tout essayé, c'est un pourcentage non négligeable. On peut citer encore bien sûr les épicondylites, c'est-à-dire le tennis elbow, les problèmes de hanche, les coxarthroses, les trochantérites, les douleurs sur la partie externe de la hanche. Tout ce qui est tendino-musculaire, les tendinopathies, les claquages, les élongations sont intéressants. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un traitement structurel et fondamental qui consiste à laver l'espace matriciel extracellulaire, de changer ce qu'on appelle le liquide interstitiel, qui est le bain cellulaire, et d'apporter spécifiquement, localement, des médicaments qui ont une véritable action sur la cause et non pas la conséquence et non pas le symptôme. On traite le terrain, la maladie par ces systèmes de lavage et par une adjonction également de produits naturels ou de synthèse, mais des produits qui sont des produits basiques tels que le magnésium, les complexes de vitamine B qui ont un pouvoir régénérateur, le magnésium pour son action énergétique, et vous avez d'autres produits tels que la vitamine A, D, C, E, K, qui peuvent être des additifs complémentaires dans notre action sur le plan fondamental. Il faut signaler aussi l'action du silicium organique. On peut donc aussi travailler sur la microcirculation qui joue à côté de l'eau dans les milieux circulants un rôle très important au niveau du washout, mais cette fois-ci microcirculatoire, c'est-à-dire une action capillaire, artério-veineuse sur la lymphe qui complète l'action de l'eau
qui agit sur les structures cellulaires et l'action d'autres produits qui agissent sur ce qu'on appelle la microcirculation en améliorant donc toujours ce washout et notamment l'oxygénation cellulaire qui est importante, qui est une des composantes souvent au niveau pathologique. Alors, sur le plan interventionnel, il existe 3 techniques qui permettent de travailler sur les différentes lésions, d'intervenir sur la notion de terrain. La première technique, c'est la technique de mésochelation. C'est une technique qui utilise un produit qui s'appelle le DTA, l'éthyldiaminotétraacétique ou l'acide édétique, qui est un chélateur des ions calcium, notamment donc on va voir son intérêt dans l'arthrose. C'est un produit qui déplace le calcium du squelette osseux périphérique, c'est-à-dire qu'il permet une soustraction de calcium organique dans l'organisme. Son indication, c'est bien sûr l'arthrose, l'hypertrophie osseuse, les becs de perroquet, ce qu'on appelle l'ostéophytose, mais également les chondrocalcinoses, les hypercalcifications sous-cutanées. C'est un produit, donc le DTA, qui va nous permettre de déplacer le calcium du squelette osseux périphérique sous forme d'une ionisation. On va passer de la forme organique, le calcium est une pierre, et on va le solubiliser sous forme de Ca++, ce qui va permettre souvent de libérer les articulations qui sont verrouillées. Notamment dans l'arthrose, vous avez une ankylose, une impotence fonctionnelle parce que les gens ont l'articulation qui manque de souplesse par l'os, qui a envahi des espaces interdits qui sont le cartilage ou le disque. Donc il faut être en mesure de libérer, de rétablir une plasticité loco-régionale sur une articulation. Il faut savoir que la technique de mésochelation obéit à 3 conditions pour être opérée en toute sécurité sans aucun risque. La première chose, il faut faire une anesthésie locale, loco-régionale préalable, avec simplement un peu de xylocaïne et une solution saline physiologique sur le point marqué ou les points marqués. La deuxième condition, c'est l'utilisation de très faibles quantités de chélateurs pour être non métabolisé, donc sans aucun effet secondaire, avoir une action strictement loco-régionale. C'est pour cela que dans la technique 20 seringues, on utilise maximum 0,5 ml de DTA préalablement dilué. Et la troisième condition, c'est de diluer énormément nos produits. Dans le cadre de l'hydrotomie, donc les produits sont dilués dans 12, 24 fois leur volume, 100 fois leur volume. Dans les mésoperfusions, on peut utiliser 4 à 5 ml de DTA. Tout ceci sont les règles importantes d'utilisation de cette technique pour effectuer une mésochelation en toute sécurité sur le plan loco-régional, ciblé directement sur une lésion, et on voit l'intérêt de l'arthrose, dans l'arthrose, de l'utilisation de ce produit comme chélateur des métaux lourds, mais également surtout du calcium. Mais c'est un produit également très intéressant dans des pathologies telles que les algodystrophies, les fibroses, puisque c'est un effet défibrosant, c'est un effet aussi fluidifiant sanguin accessoirement. Donc, action de détoxification très important avec l'utilisation de très peu de produits directement très dilués au bon endroit. Dans les pathologies également, donc telles que les sclérodermies, toutes les causes de calcification qui sont très nombreuses au niveau de l'épaule, par exemple, les périarthrites calcifiantes de l'épaule,
les chondrocalcinoses et tous les processus exubérants arthrosiques. Un intérêt aussi de ce produit dans le cadre des migraines d'origine cervicale, des pathologies de C2, l'action bien sûr de l'EDTA, notamment lorsque les foramènes sont bouchés, les foramènes qui sont les trous de conjugaison. On passe les nerfs, où les nerfs ont des rapports étroits sur le plan neuroanatomique entre le squelette osseux et les parties nerveuses, les racines nerveuses. Le DTA est un véritable déboucheur, entre guillemets, c'est un détartrant, le mot qu'il faut retenir, c'est un détartrant de l'os, autour de l'os, et c'est ce dont on a besoin lors des processus arthrosiques d'intervenir sur le plan mécanique, de frottement de l'os contre le cartilage, contre le disque, contre un nerf. Il faut réduire, c'est un rapport de force, peau de fer contre peau de terre, et il faut réduire l'aspect souvent irrégulier, pointu, désordonné de l'os qui crée des lésions autour de lui. Alors, la deuxième technique est la mésoperfusion qui permet de décupler le phénomène de mésochelation loco-régionale. La mésoperfusion va utiliser ce qu'on appelle le mésokit perfuseur ou la pieuvre, ce qu'on appelle la pieuvre, véritable tentacule à 12 sorties, qui va permettre d'une part, sur le plan thérapeutique, d'augmenter le wash-out, le lavage thérapeutique cellulaire. Là, on est dans des rapports, tout est multiplié par 10, notamment la quantité d'eau. Lorsqu'on fait une technique main seringue, on est avec 25 à 50 millilitres d'eau. Et lorsqu'on passe avec une pieuvre, on a une perfusion de 250 millilitres. On augmente les quantités de magnésium également, de vitamine B, de DTA qui sont multipliés par 10, et on peut également diluer d'autres produits intéressants tels que les oligo-éléments, les minéraux, les vitamines du groupe A, D, C, E, K. On peut rajouter du silicium organique et plusieurs produits d'une façon générale qui vont avoir une action thérapeutique immédiatement ciblé sur la lésion au niveau loco-régional, et donc qui va intéresser une plus grande partie d'un territoire, comme par exemple un canal lombaire étroit, dans le cas d'une hernie discale, une grosse arthrose au niveau du dos, des problèmes de gonarthrose évolués sur des gros genoux, voire des grosses épaules, au niveau de la hanche, au niveau de la coxarthrose. On va pouvoir donc, lorsqu'on est en échec avec une technique main seringue ou dans un cas sévère, on peut penser, on doit penser, ou dans les cas d'urgence, directement à opérer avec la pieuvre, le mésokit perfuseur, qui souvent donne des résultats très rapides et spectaculaires en libérant les zones qui sont comprimées, notamment je pense aux lésions neurologiques très douloureuses, mais également à des pathologies telles que des fractures tassements vertébraux. Donc la pieuvre a ses indications dans les formes chroniques, résistantes à la technique main seringue ou en cas d'urgence, lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors, il existe donc une troisième technique de procédure interventionnelle qui est la mésovaccination intradermique. Alors, cette technique de mésovaccination est très sécurisée parce qu'elle va s'opposer à la vaccination conventionnelle. Je vous rappelle que la vaccination conventionnelle a plusieurs défauts et a développé une polémique parce que elle fonctionne à 3 niveaux avec un certain nombre de problèmes. Le premier, lorsque l'on injecte des vaccins de façon conventionnelle, d'abord
Ils contiennent souvent de l'aluminium, voire du mercure, et la quantité de vaccin est déjà toujours trop forte. Le deuxième problème qui va se poser, c'est que le vaccin est injecté souvent par voie intramusculaire ou sous-cutanée. Je rappelle que la voie intramusculaire ou sous-cutanée n'est pas compétente pour faire des anticorps. Elle n'a pas de compétence, le muscle n'a aucune compétence pour faire des anticorps ainsi que le système sous-cutané. Lorsque le muscle est en difficulté, l'organisme est une réaction, va prendre l'information. Si c'est une information immunoallergique, il va essayer de s'en débarrasser par ses voies excrétrices qui sont la jonction neuromusculaire. Donc le vaccin va être assimilé par le muscle comme un corps étranger et il va être éliminé au niveau de la jonction neuromusculaire, pouvant entraîner une sclérose en plaques ou des myopathies par exemple, des formes de myopathie, où le produit étranger, le vaccin, va être éliminé par ce qu'on appelle le fascia, l'enveloppe qui entoure le muscle, et on peut avoir des fascites nécrosantes à macrophages qui sont dramatiques sur le plan clinique. Le troisième problème qui peut se poser, c'est que lorsque les personnes sont immunoallergiques, ont un terrain de sensibilité particulière, ils vont donc avoir une forme de réaction anormalement d'hypersensibilité et d'hyperréactivité non contrôlée qui va aboutir à une maladie. Le troisième problème qui va se poser, c'est que souvent les vaccins ne sont pas faits directement au niveau de là où ils doivent agir. On fait souvent des vaccins au niveau du bras, au niveau de la fesse, au niveau de la cuisse chez le nourrisson, pour vacciner sur le plan par exemple ORL, comme le Vaxigrippe ou les vaccins comme le Pneumo 23, le vaccin comme l'Active, le Prévenard pour le nourrisson, sont des vaccins qui sont faits pas au bon endroit. La méso-vaccination reprend toutes ces erreurs de la médecine conventionnelle puisqu'elle va intervenir de 3 manières différentes. Tout d'abord, on va utiliser le principe un peu de la mésothérapie, d'où le nom de méso-vaccination, d'utiliser quelques gouttes de vaccin microdosées. Donc on va prendre 2-3 gouttes. La deuxième condition de ces vaccins, c'est qu'on va énormément les diluer dans le cadre de l'hydrotomie. On va utiliser les grandes dilutions. Donc le vaccin va perdre de sa toxicité potentielle, puisque plus on dilue un produit et moins il est toxique. La troisième condition de la méso-vaccination, c'est de faire de la méso-vaccination intradermique, car la peau a un très grand pouvoir immunogène, c'est-à-dire qu'elle est capable de fabriquer des anticorps. C'est son rôle de barrière immunitaire. Elle va produire des complexes antigènes-anticorps, des complexes humains. Et donc à ce moment-là, on est dans un système de filtrage d'abord, et une fois que l'information la peau a élaboré les défenses immunitaires, elle va passer l'information par les voies lymphatiques et par conduité au reste, aux structures sous-jacentes, par diffusion thérapeutique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les vaccins, depuis Pasteur, on sait que les vaccins doivent être effectués par voie intradermique dans un filtre qu'est la peau, et donc à très petite dose et très diluée. La dernière condition qui est aussi la plus importante, c'est de les administrer en nappage, par une technique de nappage, c'est-à-dire de multiplier les injections tous les centimètres carrés, donc des micro-injections par nappage, et le terme de mésothérapie revient encore, puisqu'on va les administrer localement, directement, là où le problème se pose. C'est-à-dire que si vous avez un problème ORL, de rhinite sinusite, on va vous faire la technique de méso-vaccination au niveau des sinus frontaux
maxillaire. Si vous avez des problèmes d'angine, on va faire des micro-injections au niveau de la gorge pour des amygdalites. Pour des otites, on va vacciner les oreilles, la région péri-auriculaire. On va vacciner au niveau de pour de l'asthme, de la bronchite, on va faire de la vaccination thoracique, au niveau de la trachée, au niveau des plages pulmonaires. Pour des problèmes infectieux, inflammatoires et infectieux chroniques, tels que les colopathies, les maladies de Crohn, les rectocolites hémorragiques, les périarthrites, on va plutôt faire des vaccinations au niveau abdominal, avec des vaccins qui correspondent à la pathologie, aux souches pathogènes abdominales, comme pour l'ORL d'ailleurs. On va donc faire stimuler ce qu'on appelle l'immunité à médiation cellulaire locale, loco-régionale. On comprend mal dans la médecine conventionnelle qu'on puisse mettre un vaccin au niveau du bras et qu'il puisse agir au niveau du nez ou des sinus. On est bien loin du site d'action. Donc le vaccin va être obligé de faire tout un détour, si vous voulez, avec infiniment plus de doses par la voie sanguine. On va faire intervenir l'immunité tissulaire du bras, ce qui ne sert à rien, l'immunité sérique, qui ne sert aussi à rien, puisqu'on veut une immunité locale, tissulaire, in situ, directement sur le site d'action. Donc la mésovaccination se résume en 3 points. Microdose, grande dilution, technique loco-régionale de nappage intradermique directement donc sur le site d'action où le vaccin doit agir. Minimiser les doses, grande dilution, c'est les règles indispensables pour faire de la bonne vaccination très efficace sans prendre le risque d'une maladie auto-immune ou sclérosante secondaire à l'injection des vaccins. Alors, il faut savoir que la pathologie la plus rencontrée actuellement est ce qu'on appelle l'arthrose, qui est un véritable fléau de santé publique. Il y a des milliers de gens qui souffrent d'arthrose. À partir de 65 ans, plus de la moitié de la population peut souffrir d'arthrose. Alors, l'arthrose, il faut savoir, d'abord, il faut partir de la définition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. L'arthrose, au niveau définition, c'est une déformation des os, donc c'est la cause, qui entraîne une destruction progressive du cartilage dégénérative. Processus dégénératif, ça c'est la conséquence, avec des douleurs et une impotence fonctionnelle. Donc c'est les modalités cliniques, la réalité clinique. Donc dans cette définition de l'OMS, vous avez la cause, la déformation des os, la conséquence, c'est l'altération du cartilage qui arrive irréversible à sa destruction, et les éléments cliniques qui sont les déformations, les douleurs et l'impotence fonctionnelle. Donc beaucoup de médecins, malheureusement, actuellement, ne pensent à soigner que la conséquence qui est la destruction du cartilage. Donc on va la soigner par de l'acide hyaluronique, des infiltrations de corticoïdes, on va calmer la douleur par des antalgiques, des anti-inflammatoires, mais on va ignorer la cause. La cause, c'est tout simplement, lorsqu'on voit une arthrose, on a une hypertrophie osseuse, en fait. Il s'agit d'une véritable hypertrophie osseuse qui entraîne des déformations. Sur le plan radiologique, on a ce qu'on appelle une ostéocondensation périphérique marginale, exubérante. Lorsqu'on regarde des radios de gens qui ont de l'arthrose, on voit ce qu'on appelle des becs d'ostéophytose, de l'ostéophytose, des becs de perroquet. Ça veut dire que tout simplement l'arthrose, c'est un trouble de la distribution du calcium. Si on regarde bien des radios de gens qui ont de l'arthrose, vous avez d'une part, au sein de l'os, au niveau trabéculaire, vous avez souvent une ostéoporose, une raréfaction de la trame osseuse. Donc,
par justement souvent micro-ischémie. Il y a un dépeuplement des cellules osseuses. Il y a donc une activité ostéoclastique très importante par rapport à l'activité ostéoblastique. Et les cellules, tout se passe comme si les cellules, pour survivre, allaient se déplacer de l'os, du centre de l'os vers la périphérie où la circulation arrive mieux. Et elles vont se condenser, se capitonner, l'os va se pousser en dehors et non pas en dedans. Donc il va y avoir ce phénomène d'hypertrophie et de déformation osseuse qui va aboutir à un écrasement, un véritable écrasement du cartilage qui va se déshydrater, ou du disque, et qui vont se déshydrater, qui vont perdre leur fonction articulaire, de plasticité articulaire. Donc il va y avoir une hyperpression souvent intradiscale ou intracartilagineuse, mais également donc des augmentations de pression intra- et périarticulaire qui peuvent être coincées par cette arthrose du fait de la compression. C'est en quelque sorte le pot de fer contre le pot de terre. Donc il faut être en mesure à la fois de réduire, on va le voir par la technique de mésocalation, les déformations osseuses par la l'ionisation du calcium. Donc c'est pour diminuer les prétentions de l'os qui est exubérant. Il va falloir relancer l'activité, l'hydratation du cartilage qui est écrasé avec souvent des disques qui ont des micro-déchirures, des micro-fissures. Cela s'appelle donc souvent une ostéochondrite. Il y a des fragments osseux des fois qui sont séquestrés de calcaire, qui sont sécrétés au niveau qui sont séquestrés au niveau du cartilage. C'est ce qu'on appelle les chondrocalcinoses. Je vous rappelle que les témoins de l'ischémie de l'os, c'est souvent des géodes, des trous dans les os, voire de l'ostéonécrose aseptique. Donc on a de véritables micro-infarctus osseux au niveau de l'os qui entraînent soit des géodes ou de l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou du genou, dans le rare cas. Donc c'est un phénomène vraiment dégénératif, microcirculatoire déficitaire, et la microcirculation est déficitaire, mais également donc cruellement un besoin d'eau également au niveau des articulations qui assurent leur flexibilité, leur plasticité au niveau donc neuroarticulaire. Donc l'arthrose, c'est un problème hydromécanique, un manque d'eau, un écrasement, une hyperpression à l'intérieur de l'articulation ou même à l'extérieur parfois sur les nerfs. Et il faut être en mesure au niveau thérapeutique d'agir non pas sur la conséquence mais agir sur la cause, voilà, en relançant l'activité métabolique cellulaire et sur le plan percutané, puisque la voie royale pour atteindre un cartilage, on sait que le cartilage n'est pas vascularisé, qu'il est nourri par imbibition, et donc la meilleure voie d'abord est la voie percutanée, puisque le cartilage comme les disques sont de véritables éponges, ce sont des amortisseurs, ce sont des structures viscoélastiques, plus ou moins fibrocartilagineuses, c'est le cas des ménisques également. Donc il faut réhydrater, faire une recharge oligominérale, relancer le métabolisme comme on le fait, on verra avec nos protocoles, avec de la vitamine B et du magnésium, mais surtout également d'abord avoir une action détoxifiante sur le calcaire qui est comme du tartre qui se dépose n'importe comment autour des articulations, comme cela se ferait sur une cafetière, une machine à laver, sur des tuyaux. Il faut détartrer vos os, il faut détartrer l'os avec justement un produit dont on va reparler dans la technique de mésocalation qui s'appelle l'EDTA, qui était de l'acide édétique, de l'acide tétraacétique, qui a une vocation particulière dans ce domaine. Alors, c'est moi-même qui ai institué dans les années 90 la notion d'hydrotomie au plasma de Quinton
et j'avais fait des communications, des conférences avec le laboratoire Quinton sur l'intérêt de l'hydrotomie avec l'eau de mer. Le problème, c'est qu'à partir des années 2000, la législation européenne s'est durcie. Le plasma de Quinton n'a plus d'AMM pour être injecté. Il s'agit d'un complément nutritionnel qui est stérilisé par microfiltration à froid sur des filtres de cellulose de 0,22 microns de diamètre. Et donc, c'est un produit qui ne peut pas être injecté officiellement, il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. Le problème de l'eau de mer, pour avoir l'AMM, va se poser à 3 niveaux. Le premier, c'est qu'on demande pour le stériliser d'être chauffé. Or, l'eau de mer, pour être stérilisée, il faut, si on la chauffe au-delà de 41 degrés, elle perd toute son activité de matière vivante. Le deuxième problème, c'est le problème, il faut que l'eau de mer, pour qu'elle soit reconnue, injectable, il faut que sa composition physico-chimique soit toujours la même, en sodium, potassium, cobalt, césium, magnésium et j'en passe. Suivant l'endroit où elle est prélevée, ce n'est jamais la même. Suivant la profondeur, les courants, ça ne sera jamais la même. Donc on a une composition physico-chimique forcément différente. La stérilisation, d'autre part, au rayon gamma est contre-indiquée dans la mesure où elle dénature fortement le côté naturel de l'eau de mer. Et le troisième problème qui se pose, c'est que l'eau de mer contient des endotoxines. Qu'est-ce que sont les endotoxines? Ce sont des micro-organismes, des bactéries, des fragments de bactéries, des micro-organismes vivants qui sont en voie de décomposition, de dégradation dans l'eau de mer. Et lorsqu'on injecte ces endotoxines en grande quantité, notamment si on fait des perfusions de Quinton avec 250 ml, on peut avoir des problèmes d'hyperthermie, de fièvre, des chocs, de véritables chocs, avec des myalgies, des malaises, des altérations de l'état général, des infections, un état d'infection qui peut être plus ou moins grave et les patients peuvent être même hospitalisés pour des infections. Tout simplement parce qu'on a très largement dépassé le seuil d'endotoxines toléré au niveau des normes européennes. Je vous rappelle que le dosage maximum est de 5 unités internationales par millilitre et par kilo d'endotoxines. Et si l'on injecte plus de 50 à 60 millilitres de plasma de Quinton isotonique au cours d'une séance, on va être au-dessus, on va décharger en masse des endotoxines qui peuvent donc faire un choc infectieux, un choc thermique et un malaise où la responsabilité du praticien est engagée directement. Donc nous avons cessé depuis de nombreuses années, depuis la fin du siècle dernier, d'injecter en grande quantité le plasma de Quinton pour des raisons médico-légales. Alors, comme toute technique qui évolue, qui se développe, l'hydrotomie peut avoir, je le comprends, des détracteurs. Moi-même, avant de croire en l'hydrotomie, j'ai mis entre 10 et 15 ans avant de la diffuser, de l'enseigner, parce que le premier sceptique, c'était d'abord moi-même. Donc il faut savoir que l'hydrotomie, bon, on peut dire que l'eau, ça sert à rien, c'est quelque chose qui fait pas grand-chose. Souvent, les gens qui émettent ce type d'opinion n'ont aucune expérience de l'hydrotomie. C'est ce qui crée le plus de tort souvent à la science.
c'est que les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont aucune expérience pratique, et qui émettent des jugements à l'emporte-pièce. C'est une attitude complètement négative en médecine. Les gens qui connaissent l'hydrotomie sont des gens d'abord qui ont fait une formation, qui ont fait des stages, qui la pratiquent. Et à ce moment-là, vous savez, l'hydrotomie, c'est une technique, je dirais, qui se développe entre 4 yeux, qui sont les yeux du patient. Le patient sait très bien s'il a mal et s'il va mieux, et entre les 2 yeux du médecin, qui sont des gens qui sont totalement indépendants dans leur jugement et sont tout à fait objectifs. Le problème actuellement de la science, c'est que on fait des études randomisées en double aveugle qui seules se font prévaloir auprès des institutions. On peut en faire nous aussi, mais les études, on peut aussi leur faire dire ce qu'on veut, quand on veut. Elles peuvent être, on a des études souvent qui disent quelque chose et immédiatement une autre étude qui dit exactement le contraire. Donc les études, ce sont les investigateurs avec des courbes, des schémas, c'est pas très pratique. Je reste fidèle à un esprit qui est ancien, c'est la relation singulière entre le médecin et son patient, qui avance dans une collaboration réciproque, sans aucun préjugé, je crois en toute honnêteté, et l'hydrotomie est née de la pratique et de l'expérience. Nous ferons des études sûrement, elles vaudront ce qu'elles vaut, mais ce qui comptera toujours, c'est la relation médecin-patient avec ses résultats. On essaye de nous faire perdre actuellement, il existe un problème, c'est qu'avec notamment des études, l'informatique, les consensus, on perd un petit peu, on veut faire entrer tout le monde dans des cases, et celui qui sort de ce cadre est parfois même jusqu'à sanctionner malheureusement. Et je crois que l'avenir, c'est toujours le patient, son dire et les réalités cliniques. En tous les cas, c'est ce que j'ai développé au cours de ces 35 dernières années.